Un podcast Binge Audio. Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ta race, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le savez, ici nous parlons sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de blancs, de musulmans, de juifs. Nous l'évoquons régulièrement, la lutte contre le racisme ne peut se mener sans combattre toutes les formes d'oppression qui coexistent. On a ici souvent parlé de la nécessité pour le féminisme de tenir compte des femmes non blanches, mais moins souvent des luttes antiracistes qui concernent spécifiquement les personnes LGBTQIA+. Parmi elles, les personnes transgenres non blanches semblent particulièrement invisibilisées. Être antiraciste et lutter contre la transphobie et en faveur de l'affirmation des personnes afro et trans, c'est notre sujet aujourd'hui dans Kiffe ta race. Et pour en parler, nous avons invité Michaela Danger. Bonjour Michaela. Bonjour. Alors tu es rappeuse, beatmakeuse, écrivaine, documentariste. Tu milites également au sein du collectif Case Rebelle, dont tu es cofondatrice. Mais aujourd'hui, tu t'exprimes en ton nom propre. Tu viens nous parler du livre Afro-Trans, paru aux éditions Case Rebelle, que tu as coordonné. Alors Michaela, bienvenue. Dans Kiffe ta race, nous avons un petit rituel. Nous demandons à nos invités s'ils ou elles se situent sur le plan racial. Par exemple, Grace est perçue comme une femme asiatique et je suis considérée comme une femme noire. J'ajouterai, du fait du thème que nous allons aborder, que nous sommes toutes les deux femmes cisgenres hétérosexuelles. Michaela, est-ce que tu te situes et si oui, de quelle manière ? Alors on va dire, le plus simplement, on va dire femme, noire, trans, noire à la peau claire. Voilà. Et est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as... lesbienne aussi. Oui. Excuse-moi. Non, du coup, la question, c'est dans la continuité. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où ces appartenances, particulièrement ton appartenance raciale, où tu les as réalisées, tout simplement ? Tu veux dire quoi, où j'ai pris conscience ? Ouais, où tu en as pris conscience. Est-ce que tu t'es rendu compte du fait que tu étais noire, une noire à la peau claire, à un moment dans ta vie, ou est-ce que tu l'as toujours su, ou jamais ? Oui, j'ai pas vécu dans un environnement où je pouvais vraiment oublier que j'étais noire. J'ai grandi dans le Nord-Pas-de-Calais, donc dans les années... Je suis né dans les années 70, donc non, j'ai pas eu trop l'occasion de l'oublier. Après, ce qui est de la transidentité, c'est venu plus tard, en tout cas de manière par étape, on va dire. Voilà. Et je voulais juste citer, je trouve que ta contribution au livre, elle est aussi très, très forte, très puissante. Et donc moi, j'ai noté que tu écris que tu as été élevée en France par une femme noire, caribéenne. Et je te cite, tu dis qu'il a payé cher l'illusion répandue que le patriarcat blanc français la sauverait du machisme antillais. Donc j'ai trouvé que tu résumais en quelques mots beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à déballer là, en fait. Oui, je vais pas dire tout le mal que je peux penser, en tout cas du couple mixte vu comme une solution, etc. Mais effectivement, comme je peux le dire dans ce texte-là, cette illusion qu'en étant en couple avec un homme blanc, les choses allaient se négocier différemment, ma mère l'a payé très très cher. Tu en parles très bien et c'est très émouvant la manière dont tu l'abordes dans ton livre. Est-ce que tu peux nous parler justement de la genèse de ce livre collectif ? On citera tous les auteurs et autrices, bien entendu, de ce livre Afro-Trans. Et pourquoi ce titre ? Alors, la genèse, c'est un peu difficile parce qu'il y a de toute façon quelque chose qui, dans le collectif Case Rebelle, et moi aussi dans ce que je suis, qui pousse à faire les choses collectivement. C'est pour ça que aussi l'un de mes textes s'appelle « Je chante l'amour collectif ». Et donc, l'idée remonte à des années. Je pense que moi, au fur et à mesure où j'ai avancé dans la transition et que aussi on a, mûri, ou en tout cas réfléchi dans l'évolution de Case Rebelle, de se dire à un moment, on voudrait faire des livres aussi. C'était une des premières idées, donc ça date d'il y a des années. Et... Après, c'est juste le temps de la réalisation. Et le titre, de toute façon, il fallait que ce soit clair. Donc, que trans apparaisse sur la couverture et afro aussi. Afro plutôt que noir, par exemple ? Noir et trans, ça faisait pas forcément super fluide. Mm-hmm. Du coup, on a un peu brainstormé là-dessus. Et on s'est dit que Afro-Trans, comme aussi, moi, je l'avais déjà utilisé par ailleurs. On s'est dit,
allons-y, poussons ce truc-là. Surtout, nous, en tout cas au sein de Case Rebelle, on utilise afro, pas forcément beaucoup, mais en tout cas comme synonyme de noir. Voilà. Mais par contre, on a fait effectivement en sorte que dans l'introduction, le mot il arrive vite, noir. Voilà. Et ce qui est assez marrant, c'est que ça doit être un recueil de personnes trans et noires. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des personnes qui fourchent, on va dire, qui présentent comme un recueil de personnes racisées ou de personnes de couleur, etc. Et généralement, quand c'est des gens qui ont en communication, je reprends gentiment en disant non, en fait, c'est un recueil de personnes noires et trans. Oui, effectivement, c'est important de le préciser parce que c'est vrai que du coup, cette identité noire spécifique dans le contexte français, raconte aussi quelque chose de particulier, une histoire vraiment. Tu veux dire que vous êtes en non-mixité? Le mot qui. Et est-ce que pour commencer, parce que c'est vrai que ce sont des sujets qu'on n'a pas forcément évoqués directement dans Kif Taras, il me semble, en tout cas pas tel quel, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on appelle les transidentités et justement nous parler de cette confusion qu'il y a souvent entre les expressions de genre et la sexualité? On va dire que dans l'introduction, j'ai essayé de donner une explication très sommaire, c'est-à-dire que la différence entre ce qui est le genre assigné à la naissance et l'expression du genre, avec cette idée aussi, et du coup ça va être un peu une réponse qui va un peu être bottée en touche, c'est-à-dire que qu'est-ce que les transidentités effectivement au pluriel, c'est ce qui est des formes d'expression de genre qui diffèrent de ce qui est, on va dire, des assignations de naissance, avec cette idée qu'on essaye que j'ai essayé d'apporter dans le recueil, que ce qui était perçu ou ce qui a été nos transidentités, donc quand je dis nos, c'est les transidentités noires, elles portaient d'autres noms et d'autres modes de transgression et d'expression, et qu'effectivement, en donner une définition, c'est pour ça que j'y reviens, ça réduit et ça encadre dans un cadre occidental. les transidentités dans un cadre occidental et très moderne, parce qu'effectivement, même en Occident, si on part à quelques décennies auparavant, les gens ne se définissaient pas forcément des mêmes manières. Et donc c'est là toute la difficulté, c'est de parler des transidentités noires tout en disant qu'il y a eu des lieux, il y a encore des lieux où ça ne se formule pas de cette manière-là, et dire aussi qu'il y a d'autres mots qui permettent aussi justement de retracer l'histoire de ces transidentités entre guillemets. On en parlera. Pour la forme du livre, elle est très riche. Il y a énormément de formes d'expression en fait qui s'y retrouvent. Donc, il y a à la fois des poèmes, il y a plusieurs langues. Enfin, il y a des témoignages, des entretiens que tu as conduits, des nouvelles de fiction et des analyses critiques. Pourquoi est-ce que vous avez choisi collectivement d'aborder sous toutes ces formes ? Alors, c'était important que la pluralité des formes soit le reflet de la pluralité des individus et des expressions. Et on ne voulait pas que ce soit limitatif, qu'il y ait une prescription. Et même au niveau du thème, j'ai fait en sorte de ne pas être limitative et de dire, vous écrivez en tant que personne noire, trans, mais écrivez sur ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous n'avez pas forcément... j'attends pas un texte sur la transidentité, forcément. Et donc, je voulais qu'il y ait cette liberté-là. Et il y a un texte que j'ai lu très récemment. Là. Je ne sais pas si ça va si je vous lis. C'est très court. C'est une traduction en français de l'introduction de Catherine McKittrick. Son bouquin s'appelle Dear Science. Il est sorti il y a très peu de temps. Et donc je vous lis. Après, on pourra... Dear Science soutient que les Noirs ont toujours utilisé des méthodologies interdisciplinaires pour expliquer, explorer et raconter le monde, parce que penser, écrire et imaginer à travers une gamme de textes, de disciplines, d'histoire et de genre ébranle les logiques raciales, lugubres et insulaires. En employant des méthodologies interdisciplinaires et des mondes interdisciplinaires vivants, les Noirs rassemblent diverses sources et textes et récits pour lutter contre le racisme. Ou alors, les Noirs rassemblent diverses sources et textes et récits, non pas pour saisir quelque chose ou quelqu'un, mais pour remettre en question le travail analytique qui consiste à capturer, ou le désir de capturer quelque chose ou quelqu'un. Merci. C'est la réponse à la question, donc. Question suivante.
Donc, un des auteurs du livre, Sofiane Hakim-Kounkou, qui est danseur, modèle et chanteur, critique l'idée de la transition d'un genre à un autre comme celle d'un cheminement vers un corps standardisé, comme s'il y avait une forme achevée de corps strictement masculin ou féminin, une norme qui serait binaire. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette pression qui existe pour les personnes qui font une transition de genre, en tout cas qui expriment un genre différent de celui qui leur a été assigné ? Alors, effectivement, il y a l'idée de discours un peu général de ce que devrait être un homme ou de ce que devrait être une femme. Et donc, ça génère beaucoup de prescriptions sur comment déjà, dans quel ordre devrait se faire une transition et quelles devraient être les modalités de cette transition et notamment les modalités corporelles, mais même les modalités d'expression de genre. Et en tout cas, moi, dans les échanges avec Sofiane, je retrouvais cette pression-là également, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des décisions qu'on prend un peu dans sa solitude et dans ses envies. Et après, il y a cette pression qui est une pression sociétale également, même si c'est, on va dire, une pression d'une collectivité qui n'est pas forcément la même, ou en tout cas, même si du coup ça peut aussi venir des milieux trans eux-mêmes, de ce qui serait une bonne transition, ce qui serait achevé. Et c'est l'idée même, le problème il est sans doute dans l'idée même de l'achèvement, de corps achevé, et c'est rebondissent ici toutes les injonctions qui sont faites à l'ensemble des corps et qui en plus sont cryptées pour Sofiane et moi et pour toutes les personnes du recueil par la race. C'est-à-dire que ce qui va être attendu d'un point de vue de la féminité, par exemple pour moi, ce qui va être attendu d'un point de vue de la féminité et qu'on va trouver masculin, de toute façon, on le trouve masculin chez des femmes noires qui sont cisgenres aussi, quoi. Moi, ça me rappelle ce que dit João Gabriel dans le livre. Il parle du réaménagement de la condition noire. C'est-à-dire que les injonctions corporelles qui sont formulées par la blanchité, en fait, elles sont genrées. Et lorsqu'il y a une transition d'un genre à un autre, c'est la perception du genre et de la race sont mêlées et sont modifiées. Vous êtes plusieurs à parler de ces injonctions. Souvent, elles sont aggravées quand la transition se fait F to M, donc d'un corps féminin à un corps masculin. Tu me corriges si je dis parce que je ne suis pas du tout à l'aise sur le vocabulaire. Et aussi, il y a une question de médicalisation de la transition qui est abordée, une injonction à transitionner. Est-ce que tu peux nous en parler ? Il n'y a pas de, je ne sais pas si elle est plus forte pour nous. Elle est de toute façon, je pense, présente pour toutes les personnes trans. Après, je ne sais pas. Nous, ce qui se complique avec les personnes noires ou les autres personnes non blanches, c'est effectivement les injonctions, la manière dont les injonctions raciales jouent et la mise en danger à laquelle ça aboutit. C'est-à-dire si on n'a pas le corps perçu comme c'est attendu. Et il faut comprendre aussi que c'est pas, un vécu n'efface pas l'autre. Et c'est-à-dire qu'on continue à traîner les injonctions qui étaient celles de la vie d'avant. C'est-à-dire que c'est pas des vécus qui s'additionnent. Et avec tout ce qu'il y a pu avoir comme violence aussi, et parfois au corps. Parce que par rapport à ce qu'on disait sur les injonctions qui sont strictement liées à la blanchité, c'est que, notamment sur la féminité qui est considérée comme valide, enfin socialement, c'est la féminité blanche, avec un type de corps. Et c'est vrai que quand on estime qu'une personne fait une transition d'un genre à l'autre, en particulier en exprimant un genre féminin, le cadre est encore plus contraint, et plus encore quand on est une femme noire. Donc comment ça se joue et comment le côté médical, justement, est peut-être amplifié ou pas Alors, c'est le texte, je pense qu'il y a un texte que j'aime bien à ce niveau-là, c'est le texte d'Hélène Bémet, qui parle des questions de beauté, mais parce que effectivement, c'est vraiment un peu le cœur du problème, mais qui... c'est-à-dire que le fait de juger la validité d'une transition à la beauté, et ce que ça peut générer comme exposition et du coup, la survalorisation de femmes considérées comme belles et à travers donc, notamment certains modèles médiatiques comme Janet Mock ou les personnes qui sont dans la série Pose, etc. Super toxique parce que déjà la série Pose elle est complètement traversée par en part de colorisme etc. J'avais une question sur ça. Désolé. Et bien évidemment, moi je suis bien lucide sur le fait que à plein de moments on me fait des compliments qui n'émanent que du besoin que j'aurais qu'on me rassure en tant que femme trans.
Où j'entends, quand on me dit « Ah, t'es belle », j'entends bien « Oui, t'es belle pour une femme trans, etc. » Et moi, j'ai l'impression que ça ne démolit pas, ça ne s'attaque pas à l'essentiel, c'est-à-dire la question de la beauté. Pourquoi il faut être belle ? Enfin, voilà, pourquoi il faudrait être belle. Et il y a différentes personnes qui le disent. Enfin, il y a Toni Morrison, elle le dit, c'est cité par Hélène Bémé. Et Jean-Claude Charles, dans son essai qui s'appelle « Le corps noir » aussi, il parle de cette question de comment cette idée de renverser avec le « black is beautiful », etc., comment c'est une impasse, parce qu'encore une fois, si on continue à s'évaluer sur des modalités et dans une grammaire qui est celle de la suprématie blanche, on s'en sort pas, on s'extrait pas du jugement sur les corps dans leur ensemble. Et de la même manière que si on reste dans la binarité féminin-masculin, on est constamment en train de se comparer à quelque chose de très formaté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de non-binarité, de fluidité des genres. C'est des choses qui n'étaient pas aussi mainstream. Enfin, mainstream, je veux dire, moi, je n'avais pas entendu parler. C'est ça que je voulais dire. Et c'est ce que beaucoup des auteurs et autrices disent, c'est-à-dire qu'elles aimeraient performer une beauté qui n'est pas l'atteinte d'un idéal, en fait. Aussi, d'être juste elle-même quand il parle des boy boobs. Donc, moi, je savais pas ce que ça voulait dire, le boy. Et donc, j'ai appris à travers ce texte de dire cette personne a envie de se trouver belle telle qu'elle est. Et ça, c'est quelque chose qui revient aussi très souvent de ne pas être soumis à une quête. Oui, après, je pense que c'est le propre de beaucoup de personnes, qu'elles soient trans ou cis, c'est-à-dire, il y a des normes beautécratiques qui, de toute façon, violentent beaucoup d'individus. Et même quand il y a des tentatives, notamment sur les réseaux sociaux, etc., de renverser en montrant plus d'images de ce qui est une stratégie sur laquelle je suis très critique. C'est-à-dire que de toute façon, même si on essaye de montrer des corps différents, on montre toujours des personnes qui sont belles quand même. Qui s'approchent quand même de la norme dominante. C'est-à-dire que... Voilà, qui ont des éléments qui vont être rassurants. Et de toute façon, il me semble que c'est pas une bataille, une guerre même, qu'on peut gagner pas en surenchérissant dans l'image. Il y a vraiment la question de savoir, mais est-ce que la beauté, en fin de compte, est-ce que c'est une valeur importante, toi ? Est-ce que, en tout cas, la beauté du corps, du visage, etc. D'où ça vient ? Dans quoi ça sert dans la suprématie blanche et le capitalisme ? Ça, c'est important d'y répondre et d'acter en fonction. Alors, il y a aussi cette question des changements de genre qui occasionnent des changements de clichés raciaux. Être d'abord perçu comme une femme nord-africaine, puis comme un homme nord-africain, ça signifie pas la même chose dans le contexte français. Est-ce que tu peux justement expliquer ce que ça peut occasionner en fait en termes de changement de perception sociale et puis d'une certaine manière des privilèges qu'on acquiert ou qu'on perd au gré de la transition ? Du coup, je peux parler de moi, je peux pas parler des personnes qui transitionnent dans l'autre sens. Moi, je vois bien, je veux dire, c'est exactement le revers de ce que, quelqu'un comme Sofiane peut raconter. C'est-à-dire que, je redécouvre, il y a des personnes qui s'assoient à côté de moi dans les transports en commun, par exemple. Ça faisait des décennies que ça n'arrivait pas. Je croise des regards que j'aurais jamais croisés avant. Je vois bien que je représente plus la même menace dans l'espace public. Et ça, c'est criant, c'est vraiment très très flagrant et très troublant parce que c'est pas subtil, c'est pas subtil. Et le racisme est rarement subtil. Et c'est en tout cas c'est une affection ou un intérêt ou je sais pas quoi dont moi je veux absolument pas parce que de toute façon il y a rien ni de rassurant ni de sain. Et voilà. Et Lasendra Ninja, dans son texte, elle parle du stigmate de la prostitution pour les femmes trans. Et ce passage et ce rappel de la masculinité noire qui est assez présent. Est-ce que toi, la masculinité noire, c'est une vie qui t'habite toujours ? Comme tu disais tout à l'heure, c'est pas des choses qui s'additionnent ou qui se soustraient. Et qu'est-ce que cela signifie ? Et aussi... Lasendra Ninja, elle dit avant de vouloir éduquer les gens sur la transidentité, ça serait bien qu'ils soient éduqués sur le fait d'être noir. Est-ce que tu es d'accord avec cette déclaration ? Complètement. Et c'est évident que
le chemin vers la pleine réalisation de soi, il ne peut pas s'extraire de la manière dont la race elle a surdéterminé nos vécus, nos trajectoires. Et moi, de toute façon, la masculinité noire et la manière dont je me suis construite avec ça, à l'intérieur de ça, et pendant assez longtemps, j'ai transitionné assez tardivement. Bien sûr que ça reste très présent en moi, parce que ça a marqué mon corps. J'en parle, la question de la masculinité noire, dans un texte que j'avais écrit pour le recueil de Léonora Miano, Marianne et le garçon noir. Ça a effectivement complètement conditionné une quantité de mes attitudes et aussi de mes impossibilités de circulation dans l'espace et dans le monde, on va dire. Et encore une fois, effectivement, je m'en suis pas débarrassé avec la transition. Je m'en suis pas débarrassé. Et je reste aussi très proche et très attaché aux hommes noirs. Tu dis je te cite dans le livre, tu dis dans le récit global de nos transidentités ancestrales ont été occultées ou disqualifiées, et tu évoques l'ancienne GI Christine Jorgensen qui au début des années 50 a fait l'objet d'une médiatisation internationale, donc une femme blanche du fait de sa transition médicale. Selon toi, c'est le premier jalon d'une transidentité globalisée, occidentalisée au détriment des formes de transidentité locales, notamment dans les pays dits du Sud. Comment tu décris ce phénomène et comment tu l'expliques ? Je trouve que c'est très intéressant cet aspect-là justement, qui ne circonscrit pas la transidentité dans l'Occident et qui parle au fait de ces pionnières qui existaient avant cette femme. Alors, le fait est que Christine Jorgensen, elle arrive dans un contexte de survalorisation de la science avec on est dans l'après-guerre, en plus, c'est l'ancienne GI, etc. Donc, ça devient un outil de propagande de la puissance de la science. Après, le fait qu'elle marque un jalon, ça vient pas du tout de moi. Il y a plein d'autres personnes qui l'ont dit, qui l'ont écrit avant moi. Et ça devient un phénomène médiatique. Et elle est blanche, blonde. Il y a aussi le côté militaire, en plus d'ascendance européenne. Enfin, il y a un peu tout qui correspond en fait pour en faire cette diffusion publicitaire. Et cette présentation un peu idéale de ce qui serait une transidentité acceptable, qui a aussi contribué de toute façon à invalider des transidentités occidentales moins respectables. Voilà. Et donc, ça devient un synonyme d'un symbole de progrès. Et alors que ce soit en Afrique ou dans la diaspora, dans le cadre de la colonisation, toutes les formes de transgression de genre avaient été criminalisés et traqués. En fait, en gros, tu expliques que des colons sont arrivés dans un contexte où, en fait, certaines identités qu'on dirait transidentitaires, aujourd'hui, existaient, étaient acceptées socialement, etc., et que, d'une certaine manière, la colonisation a posé un carcan, là où, en fait, il y avait une forme de fluidité qui était acceptée par certaines communautés qui ont été colonisées. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... je pense que le risque d'homogénéiser, de dire que oui... en Afrique précoloniale, où il n'y avait pas de genre, etc. Non, c'est pas non plus la fête partout, mais... Voilà, c'est ça. On est d'accord. Voilà, mais effectivement, il y avait dans plein d'endroits et dans plein de contextes, et notamment les contextes sacrés, là, dans les cultes de possession, il y avait... le franchissement de genre était non seulement permis, mais il était aussi vu comme le reflet d'une puissance qui était associée au sacré. Et donc, la colonisation qui a un peu tout, écrasé pas mal de choses sur son passage, a fait en sorte d'invalider ou d'invisibiliser ces transidentités-là, qui de fait n'étaient pas à médicaliser. C'est des expressions sociales qui ne sont pas liées à la science moderne. Et donc, c'est en ça que le jalon Jorgensen établirait qu'avant, il n'y a pas eu de transidentité, que la transidentité, c'est comme ci, comme ça. Et donc, avec un certain vocabulaire, avec certains prérequis au niveau médical, effectivement, si on accepte ce jalon-là, on perd toutes ces histoires et tous ces cheminements-là. En fait, c'est ça, c'est le fait de conditionner en fait, la transidentité, la validité de la transidentité à une médicalisation qui, elle, est strictement liée à un contexte d'après-guerre, quoi. Et du coup, ça efface toutes les expressions qui auraient existé auparavant. Oui. Et tu évoques de manière très critique le philosophe et psychiatre Frantz Fanon, qui est considéré comme un incontournable sur la pensée sur la race.
Peux-tu nous expliquer ta réaction quand tu as lu Peau noire, masque blanc et cet extrait Bon, alors Frantz Fanon, je ne sais pas si je suis critique du roman, je les gratine juste un peu sur cet extrait-là, parce que je l'ai lu très jeune, à un âge où je ne me posais pas les questions de transidentité, mais effectivement, ça m'avait étonné, et ça m'a toujours étonné, et notamment, ce qui est intéressant dans cet extrait-là, c'est que ce que lui voit comme des repères, des signes de masculinité. C'est-à-dire, voilà, c'est les hommes, ils s'habillent en femmes, mais bon, je ne sais plus ce qu'il dit exactement. Ils boivent du rhum. Ils boivent leur rhum, c'est ça. Et donc, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que dans son élan, c'est-à-dire qu'il fait, du coup, état... moi, il me semble assez clairement de transidentité, parce que ici, l'élan, c'est de dire qu'il n'y a pas d'homosexualité aux Antilles, que ça n'existe pas. Ouais. Et donc, la preuve, on boit du rhum. Voilà. Voilà, et du coup, c'est aussi pour dire que voilà, c'est des hommes, ce seraient des hommes habillés en femmes, mais ils ont des relations avec des femmes, donc tout est sauf. Et voilà, mais ça participe aussi de toute la confusion, ou en tout cas tout ce qui s'est déployé dans l'analyse des... Et là on quitte Frantz Fanon, mais tout ce qui s'est déployé dans l'analyse des traces de précoloniales, dans les écrits des explorateurs, dans tout ce qui a pu se faire au niveau anthropologie, c'est-à-dire que comme il y avait une espèce de focalisation sur la sexualité, en plus avec la répression religieuse, il y avait vraiment quelque chose qui biaisait les analyses de ce point de vue-là, c'est-à-dire que l'interprétation, en tout cas, ce qui me semble, l'interprétation était de dire que en fait ces personnes s'habillaient de cette manière-là à des fins sexuelles, ce qui est une aberration, ce qui est complètement aberrant, mais ce qui permettait en tout cas de régler ou de ranger en fait, de ranger cette complexité de genre dans une case qu'on pouvait réprimer facilement, de fait, parce que à un moment il y a des lois concrètes là-dessus. Et de résumer de cette manière-là. Moi, c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure sur la confusion entre la question de l'identité et la question de la sexualité, et le fait que quand tu as commencé à transitionner, il y a eu une réelle intrusion dans ta vie sexuelle. Les gens s'autorisaient à te demander ou à imaginer des choses sur tes activités sexuelles, comme si c'était, tu écris, mon intimité était devenue publique. Et ça, et quand tu dis les gens, ça les rassure de se dire c'est quelque chose de sexuel, c'est le fait que tu dis que la transidentité serait un phénomène secondaire, périphérique, ou une forme radicalisée de l'homosexualité, comme si c'était... ça expliquait tout en fait, et ça rassure. Enfin, on rentre dans des cases en fait, donc tout expliqué par ton orientation, et moi j'ai remarqué aussi dans les médias, quand des personnes trans sont invitées, c'est assez rare déjà, mais ça arrive, on leur demande tout de suite. J'ai fait une émission il n'y a pas longtemps, c'est dans Balance ton poste où je suis chroniqueuse. C'est ça, on avait deux personnes non binaires qui étaient invitées, et en fait il y a un des chroniqueurs leur a demandé une question très crue en fait sur leur sexualité, et en fait ils ont été super gentils, ils ont répondu, etc. Puis quand j'en ai fait la remarque, je lui ai dit mais tu me demanderais pas en fait à moi, j'ai trouvé ça fou en fait, j'ai trouvé ça très intrusif. C'est vraiment les gens s'autorisent des choses pour se rassurer, pour comprendre. Ça en dit plus sur eux que les personnes à qui ils posent la question. Et c'est comme si en fait tout d'un coup comme on avait une identité minoritaire, on devait en fait aux autres une espèce d'exposition de choses qui pour d'autres appartient à la sphère intime. Oui, après moi je pense que c'est de toute façon le problème d'aborder ces questions-là, que ce soit les questions de genre ou de sexualité dans les grands médias, dans les domaines mainstream. C'est-à-dire qu'on va de toute façon toujours revenir à ce qui peut être sulfureux, ou ce qui touche à l'intimité, au corps. Après, moi j'en parlais aussi dans mon texte, parce que quand il s'agit de personnes que je connais et qui savent très bien que j'ai des relations avec des femmes, il y a une espèce de conjugaison de bêtises ou de manque de logique. C'est-à-dire que c'est pas parce que qu'on transitionne qu'à un moment il y a quelque chose qui change de ce point de vue-là. C'est-à-dire que je suis une lesbienne. Mais je sais que pour des gens soit mal informés ou crispés, une femme trans lesbienne, c'est compliqué. Pourquoi t'as fait ça alors? C'est un peu ça le sous-texte.
Comme en fait on est toujours dans cette hétéronormativité, on se dit logiquement en fait, ce n'est pas logique, mais sans compter que c'est quand même assez stupide d'imaginer qu'on va, transitionner, mais aujourd'hui ou hier, c'est-à-dire dans les temps précoloniaux qu'on évoquait tout à l'heure, ça implique tellement de choses dans ton quotidien. Le faire juste pour des raisons de sexualité, ça semble complètement absurde. Alors, il y a une série qu'on a évoquée rapidement, dont on va parler un petit peu plus sérieusement, qui a beaucoup marqué ces dernières années. Il s'agit de Pose, qui raconte la vie de communautés trans et queer, afro et latinex à New York à la fin des années 80. Dans le livre Afro-Trans, elle est à la fois saluée et critiquée. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses, toi ? Pas du bien. Alors pour être honnête, je veux dire que ça m'arrivait souvent de pleurer devant Pose, d'émotions. Après, moi, je trouve que elle est effectivement, je l'ai dit, saturée de colorisme et de beautécratie. Donc le colorisme, pour les personnes qui nous écoutent, c'est le fait de donner une valeur esthétique supérieure aux personnes, à la peau claire sur les personnes noires. Et moi, j'ai vraiment l'impression, j'ai notamment le souvenir je crois que ça doit être le premier épisode de la 2e saison, à plein moment, en tout cas, moi j'ai vu une certaine haine des femmes noires. Après, c'est très formaté. Après, voilà, c'est moi, c'est moi, Michaël Danger, en tout cas les personnes qui savent un peu où je suis politiquement comprendront pourquoi il y a beaucoup de choses qui dans Pose toute la dimension patriotique, la dimension, comment dire, élévation, matérielle, avec... Il y a quelque chose qui, de toute façon, est très, très formaté. Il y a malgré tout des questions comme l'épidémie du sida qui est vraiment bien traitée, en tout cas visible. Mais bon, c'est... je trouve ça formaté et assez toxique. Et puis par rapport à ce que tu disais justement sur la beauté, en fait, c'est assez... tu citais des actrices comme India Moore, etc. C'est vrai que c'est cette forme de beauté, encore une fois, qui est valorisée. Pour le coup, c'est vrai que c'est ce qu'on met beaucoup en avant, quoi. Oui, puis moi, je trouvais ça quand même assez... Encore une fois, on peut imaginer, je ne veux pas complètement fermer la question, mais quand on te présente à ces femmes-là qui ont quand même beaucoup de reconnaissance publique, en tout cas qui sont reconnues comme belles, et qu'on les présente dans cette série-là avec étant torturés par leur question de passing, du coup, toi, tu peux te dire, mais moi, je mets plus les pieds dehors. Oui, d'accord. En fait, tu dis que ça peut amplifier la détresse de personnes qui se posent des questions de ce point de vue-là. En tout cas, ça envoie forcément... en tout cas, moi, je trouve que ça envoie des signaux étranges. Le passing, c'est le fait, en fait, d'être perçu comme ressemblant au genre, à son genre, quoi, tout simplement. Oui, en tout cas, d'être perçu comme une personne cisgenre, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Moi, je trouve que ça fait vraiment écho à ce phénomène lorsqu'on est dans une marge de la société, qu'on est non représenté de manière générale, et que lorsqu'il y a une représentation et qu'elle est injuste, elle est grossière ou elle est caricaturale, comme tu dis par rapport à Pose, et que les personnes qui sont mises en avant dans cette représentation, c'est des personnes qui se rapprochent le plus de la norme, soit l'hétéronormativité ou la blanchité pour les personnes qui ne sont pas blanches, et qu'en fait on se retrouve à être contente ou à pleurer devant des épisodes, d'être hyper émue. Moi j'étais hyper émue quand, par exemple, quand je parlais de Crazy Rich Asians, mais de plein d'autres de films qui sont sortis où enfin il y avait au centre du récit des personnes qui me ressemblaient, et en même temps de me dire non mais le mec c'est quand même un mec. Henry Golding dans ce film, il coche toutes les cases de l'homme viril, de la masculinité hégémonique. Il est métissé. C'est un Eurasien. Il est presque blanc en fait. Et donc on se retrouve à se dire c'est super, à défendre quelque chose que par ailleurs qu'on critique. Et c'est toujours une situation où on a les fesses on marche sur des œufs, et puis ça dépend à qui on parle en fait. Quand on est pour ou contre, ça dépend donc clairement de qui on a en face de nous, puisque finalement au fond de nous on n'est même pas très sûr de ce que
on n'est pas décidé sur est-ce que ou pas on aime bien. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans la série, c'est vraiment ce qui rend visible des années 80, qu'on ignore en fait, enfin qu'on ignore en tout cas, qu'on connaît moins, de comment notamment l'épidémie du sida, tu disais, a frappé ces communautés-là qui étaient fragiles, cette précarité, même si bon, effectivement, on a choisi des personnes qui n'incarnaient pas forcément le mieux la difficulté que peut procurer cette expérience, mais je trouvais que c'était intéressant dans ce que ça visibilisait d'une partie de l'histoire de New York en fait qu'on connaissait mal, quoi. Tout à fait. Moi, je pense qu'il y a, de ce point de vue-là, il y a un boulot historique qui a été fait. Ça, c'est évident. Après, justement, tu parlais d'hétéronormativité. Ce qui est aussi très marquant, et Sika Larry en parle bien dans le bouquin. Dans Pose, les mecs, ils aiment des mecs, et les meufs, elles aiment des mecs. En fait, bon, il n'y a pas de meufs qui ne peuvent pas aimer des meufs. C'est dit, c'est posé, et c'est aussi, on a aussi des personnes qui sont très binaires, et ça ne correspond pas à certaines figures qu'il y avait dans la scène ballroom à cette époque-là. Et donc oui, moi je trouve que c'est important aussi que, en tout cas, forcément, moi ça me parle le fait que il n'y ait pas de femmes qui aiment des femmes, pas de femmes noires qui aiment des femmes noires dans Pose. C'est vrai, c'est toujours femmes noires sont toujours les dernières roues du carrosse. Exactement, et parentes pauvres de la fiction. Et pour terminer, on aimerait bien parler de solidarité, de sororité, donc en lisant un extrait du livre qui dit une sœur blanche, ça ne veut rien dire. Surtout si elle refuse d'apprendre les horreurs qui ont précédé sa naissance, surtout si elle avoue qu'elle préfère ignorer les événements traumatisants dans lesquels vous vous débattez encore. Si elle le revendique, alors ce n'est pas une sœur, c'est juste une blanche. Et vous pouvez imaginer ce que je pense des blanches qui choisissent l'ignorance. Donc dans le débat public, il y a énormément de questionnements sur la question de la sororité, de fait de savoir comment elle s'exerce, au profit de qui, et parfois au détriment de qui. Et il y a aussi ce terme, le terme TERF, donc ce sont des féministes qui ne considèrent pas les personnes trans et qui ne les incluent pas dans le mouvement féministe, et en tant que femmes d'ailleurs, qui les déconsidèrent sur ces questions-là. Et la Sendra Ninja, donc dans son texte, elle dit qu'elle n'est pas LGBT, parce qu'on n'a pas été inclus à la base, et elle dit aussi, si tu as des droits, c'est grâce à nous. Les folles, les folles entre guillemets, comme elle le dit dans ce texte, comme tu aimes appeler les gens et comme ils aiment appeler les gays féminines. Et je trouve que c'est hyper important de rappeler que à la base des droits que nous avons, femmes, c'est aussi les lesbiennes, il y a des femmes lesbiennes, il y a des femmes queer, il y a des femmes trans qui ont beaucoup œuvré pour qu'on en arrive là où on est, et que quand on parle de féminisme, eh bien, ce sont les dernières lettres des sigles. Et qu'est-ce que tu peux... Alors, déjà, pour l'aspect positif, moi, je vis entouré de femmes noires, queer. Et elles sont le collectif Case Rebelle, elles sont ma famille, elles sont un peu tout ce qui m'entoure. Et cette sororité-là me suffit pleinement. C'est-à-dire que je suis bien consciente que pour agir politiquement, il faut à des moments se retrouver sur des points, etc. Mais c'est absolument pas l'idée qui est dans Case Rebelle, c'est vraiment de s'auto-organiser et de faire en sorte de faire des choses pour nos communautés. Et c'est le principal. Après, effectivement, il faut un moment qu'on puisse se retrouver avec d'autres personnes. Et je prends donc dans ce livre-là l'exemple de ma sœur dite biologique, qui est blanche. Et donc, par rapport à une histoire que je raconte, que liront les gens dans le livre, où sa mère a l'impact d'une femme blanche dans ma famille, et cette sœur je parle de cette petite sœur qui ne veut pas savoir, qui voudrait avoir des relations avec moi sans savoir ce qui s'est passé avant sa naissance, et je l'étends un peu à l'ensemble pour avoir une lecture de classe, pour dire oui,
L'ignorance, c'est pas une excuse, c'est-à-dire que c'est un travail à faire de connaître, comprendre la suprématie blanche et la manière dont elle fonctionne et dont elle ne va pas cesser de fonctionner, c'est-à-dire que c'est des rapports de force qui s'exercent en permanence. Et donc les injonctions à la solidarité, à la sororité, au rassemblement et on serait toutes des je sais pas quoi, toutes des femmes ou toutes des, je ne sais pas, peu importe. C'est important pour moi de dire que oui, c'est un recueil de personnes trans, noires et c'est essentiellement avec les personnes noires que je m'organise politiquement et avec qui je vis. Et c'est pas comment dire. C'est pas contre la République. Je rigole. Ne réponds pas à cette question. Joker. C'est pas pour la République en tout cas. Et mais c'est pas si à un moment si à un moment il y a 11 ans né le collectif Case Rebelle, c'est aussi parce qu'on a pu essayer d'autres choses politiquement à d'autres moments. Et donc c'est un devoir, apprendre, je considère que c'est un devoir qui incombe à tout le monde. Comprendre dans quelle situation je suis structurellement dominant, de quelle manière les rapports de force agissent en ma faveur, en ma défaveur, etc. Et apprendre les histoires. Après, les grands mots comme sororité, etc. Si ça porte pas de réel effet politique, matériel, concret, c'est mignon. C'est un concept. Je crois qu'on arrive à la fin. Je crois c'est un bon mot de la fin. Merci beaucoup, Michaëla Danger, pour ta présence aujourd'hui pour parler du livre Afro-Trans. N'hésitez pas à le commander. Il est déjà à sa 2e réédition, donc bravo. Merci. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses en lisant ce livre, donc n'hésitez pas à l'acheter. Les auteurs et les autrices du livre sont Hélène Bémé, Black Casper, Michael Brisac, Michaëla Danger, Kélisha Dessieux, Vélie Fenoir, Joao Gabriel, Sofiane Hakim Kunku, Kushenga, Sikalari, Louise, Mon Inc, D, La Sendra Ninja, Lily Séjor. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener, s'il y a des choses qui vous ont parlé, qui vous ont interpellé, si vous êtes fan de Pose et que vous êtes dégoûté. Si au contraire vous êtes complètement d'accord avec ce qu'on a dit au sujet de cette série qui est complexe en réalité, moi j'aime beaucoup. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire à kiftaras@binge.audio ou nous contacter sur les réseaux sociaux en suivant Kiftaras sur Twitter et sur Instagram et sur la page Facebook aussi du podcast avec le hashtag Kiftaras. Kiftaras, c'est un podcast produit par Binge Audio et réalisé par Adèle Itel El Madani. Merci à Camille Regache et à Naomi Titi pour l'édition. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Grace. Merci Rokhaya. Merci Michaëla. Merci à vous.